Les Vases du Cey, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Vendredi 23 mars 2035. Alex et Elena travaillaient rarement ensemble et ils le déploraient. Les quelques fois où ils avaient fait équipe étaient sur le SMUR terrestre, puisqu'aucune place n'était prévue pour une infirmière, fût-elle IAD, dans l'équipe de secours héliportée de Modane. L'urgentiste culpabilisait parfois d'avoir réalisé son rêve de médecin urgentiste en montagne, alors qu'Elena avait construit son projet IAD pour faire du SMUR avec lui, et en faisait beaucoup moins qu'à Grenoble. Il s'en était ouvert à elle. Elena lui avait répété ce qu'elle lui avait dit à Skopelos. Elle avait effectivement fait cette formation IAD pour vivre ce qu'il vivait dans la prise en charge de l'urgence, et pourquoi pas faire du SMUR avec lui. Peu importait le nombre de fois où ils faisaient équipe ensemble. Ils partageaient bien d'autres choses tous les deux, et ils vivaient ensemble désormais. Ils parvenaient de temps en temps à déjeuner ensemble lorsqu'Alex était basé aux urgences. Leur planning prévoyait cependant leur moment de repos en commun, ils y veillaient. Mais pendant toute la saison d'hiver, Elena était affectée au bloc, pendant qu'Alex était très souvent basé à Modane. En cette fin mars, il était au Murlon, pendant la semaine assurée par les CRS. Alex avait beaucoup travaillé avec les gendarmes du PGHM. Il retrouva le lieutenant Daniel Hurel comme pilote, Thomas, le mécanicien, Nicolas, un des secouristes, et la chef d'équipe, Marine Lenormand, la seule femme de l'équipe parmi la dizaine d'hommes qui composaient le groupe. Il avait déjà travaillé 2 ou 3 fois avec cette ancienne monitrice d'escalade et d'alpinisme, guide de haute montagne et instructrice à l'EMHM, qui avait passé le concours de gardien de la paix pour intégrer la brigade de secouristes en haute montagne grâce à son diplôme de guide. L'équipe était déjà intervenue plusieurs fois et revenait juste de Saint-Jean-de-Maurienne, où elle avait déposé une femme victime d'une collision qui s'était soldée par une fracture de diaphyse fémorale sur une piste de la station de Saint-Sorlin-d'Arves. Franck, le policier qui recevait les alertes, venait d'être appelé par les pisteurs d'Aurel. Franck et les stations de Modane. Un skieur pour une mauvaise chute, pas de perte de connaissance, TA 74, ok. Vous pouvez la descendre ou non, la victime? Oui. Du coup, si vous l'emmenez où? En D4? Ok. La machine avait mis 3 minutes pour rejoindre Aurel. Marine Lenormand descendit la première, suivie par Alex. C'est quoi? C'est une chute sur la piste ou c'est un saut? Demanda l'urgentiste au pisteur. Chute sur piste. Il était casqué? Non. Ok, c'est quoi son prénom? Yann, il est allemand. Il a de la chance, je le parle couramment. Jan, ich bin Alex, ich bin der Arzt. Wie geht's? Mein Nacken tut sehr weh. Haben die Schmerzen an anderen Stellen? Knöchel und rechte Hand. Welches Datum haben wir heute? Der 30. oder 31. Okay, ich werde dir eine Infusion geben, um dir ein Schmerzmittel zu geben. Tout en interrogeant la victime, Alex avait fait un rapide examen clinique repérant les zones de douleur. Je pense qu'il a dû bien taper quand même. Il n'est pas confus, il a bien raccroché. Et vous l'avez trouvé confus au début? Oui, mais il a bien récupéré. On l'emmène à Saint-Jean-de-Maurienne, du coup, dit-il à Marine. Et on part direct. C'est bon? On a soulagé sa douleur, il est bien conditionné, on va le mettre au chaud. Alex se rendit rapidement auprès du frère du blessé. Wir fliegen in 10 Minuten nach Saint-Jean-de-Maurienne. Kann ich ihn begleiten? Nein, weil erwachsen ist. Sie können aber mit dem Auto anreisen. Macht nicht. Puis l'urgentiste vint rejoindre secouristes et pisteurs. Zögere nicht mit zu sagen, wenn du Schmerzen hast, dit Alex à Jan pendant qu'il se dirigeait vers l'hélicoptère. Nein, im Moment ist es in Ordnung. Dans l'hélicoptère, Alex annonça l'arrivée imminente du jeune Allemand aux urgences du CHVM. Jan, né le 4 février 2012, allemand. Sur le toit de l'hôpital, le jeune touriste était attendu. Il fut immédiatement pris en charge. L'intervention avait duré moins de 10 minutes. Il a fait une chute à ski à haute cinétique, non casquée. Il se plaint d'une douleur cervicale antérieure, mais sans emphysème sous-cutané, sans chose particulière, et également une douleur à la cheville et à la main droite. De retour à la base, Marie ne put s'empêcher de lui poser des questions. « Dis-moi, Alex, j'avais déjà remarqué que tu parlais couramment anglais et italien. Combien de langues parles-tu au juste ?» 5. Français, italien, anglais, allemand et portugais. L'avantage d'avoir une famille très internationale, sauf pour le portugais.
Je l'ai appris un peu avec ma mère, mais surtout à force de pratiquer le surf à Nazaré, comme elle. J'avais remarqué que tu étais très sportif, en effet. J'imagine que tu pratiques en plus du surf quelques sports de montagne. Bien sûr, sinon je ne serais pas ici. Ski alpin, ski de randonnée, ski alpinisme, alpinisme, canyoning, équitation. Tu montes souvent? L'été avec ma femme, et d'ailleurs nous pratiquons tous les deux les mêmes sports, ainsi que le yoga et la méditation. Si jamais un jour elle déclare forfait, tu pourras toujours venir faire une course avec moi. Je connais des coins très sympas, dit la chef d'équipe en le frôlant de très près. Par exemple, se faire la grande casse par la voie normale des grands couloirs, avec une nuitée au refuge du col de la Vanoise. Je l'ai déjà faite au moins 3 fois avec Elena, dommage. C'eût été avec joie, mais en journée et sans la nuitée. Je tiens à tenir ma femme dans mes bras pour dormir. Nicolas le secouriste eut un petit sourire lors de la réponse d'Alex à la chef d'équipe et leva son pouce en regardant Alex quand Marine eut tourné les talons, légèrement dépitée. « Bien joué, Doc. Manifestement, tu lui as tapé dans l'œil. Tu l'as recadré poliment, mais je ne suis pas sûre qu'elle ne revienne pas à la charge. Elle aura le même genre de réponse. » Le bel urgentiste n'avait qu'une idée, rejoindre Elena dès que sa garde fut terminée. Elle sortait de la douche, le corps juste entouré d'un drap de bain, profitant du sommeil d'Éléonore qu'elle avait couché il y avait plus d'1 heure. Le jeune homme l'enlaça et la conduisit jusqu'au lit sur lequel il la renversa pour la couvrir de baisers et de caresses. Il s'interrompit pour enlever ses vêtements et pour observer son corps offert avant de laisser ses lèvres l'effleurer du haut en bas. Il enfouit sa tête entre les cuisses d'Helena, dont le sexe avait perdu son goût salé juste après la douche. Mais avant qu'il eût le temps de s'habituer à ce nouveau parfum, elle se mit à gémir sous les coups de langue de son mari et tout se passa très vite. Elle sentit la houle l'emporter et des vagues de jouissance déferlèrent soudain, avec la violence d'un ouragan, et Alex retrouva le goût salé qu'il aimait. Elle s'arc-bouta pour mieux l'accueillir pendant qu'il la pénétrait, impatient. Plus il plongeait en elle, plus son corps se tendait pour le sentir au plus profond d'elle. Alex sentit le sexe d'Helena enserrer le sien, comme pour en aspirer la semence qu'il sentait monter sans pouvoir la retenir. Il se retira et elle se cambra, cherchant avec impatience le membre viril qui se dérobait. Il s'enfonça de nouveau avec un cri étouffé, prêt à s'abandonner à la voluptueuse décharge qui montait inexorablement. Helena vint à la rencontre de la verge qui soudain inonda son vagin d'un chaud liquide, joignant ses cris de jouissance à ceux d'Alex. Après être resté allongé un moment sur sa femme, le jeune homme roula sur le côté et vit son sourire alangui. Il l'embrassa et leurs langues se cherchèrent avec douceur et volupté, faisant naître chez Helena un désir renouvelé. Devant sa réaction, l'urgentiste s'embrasa de nouveau. Sa bouche effleura le visage de la jeune femme de petits baisers légers, puis descendit lentement pour s'emparer d'un mamelon érigé, pendant que sa main caressait le sein opposé. Helena se pressait contre lui, réclamant davantage, à mesure qu'elle sentait augmenter son désir. Celui d'Alex se manifesta sans tarder, et elle s'en aperçut car elle plongea sa tête entre les cuisses de son compagnon pour engloutir le membre tumescent. Il s'abandonna au lent va-et-vient de la bouche d'Helena. Parcouru de vagues foudroyantes, il gémit de plaisir et fit basculer sa femme qui se retrouva à genoux au-dessus de lui afin qu'il puisse goûter les replis de son sexe. Ils étaient l'un et l'autre au bord de l'extase. Brusquement, Alex la fit changer de position et se retrouva derrière elle. Helena se tendit vers lui pour qu'il s'enfonce profondément en elle, suivant le rythme de ses coups de rein et gémissant à chaque poussée. Et soudain, ils atteignirent l'orgasme pour la 2e fois consécutive, avant de s'affaisser délicieusement fourbus. Ce n'est que lorsqu'ils reprirent leurs esprits qu'Alex repensa à ce qui s'était passé avec la chef d'équipe, et il raconta tout à Helena qui prit la menace très au sérieux. Nicolas, le CRS et Helena avaient raison. La chef d'équipe n'avait pas l'intention de renoncer si facilement. Dans les jours qui avaient suivi, elle avait mené sa petite enquête pour savoir à qui elle avait affaire, et n'avait eu aucun mal à savoir que la femme du beau médecin travaillait elle aussi au CHVM et qu'elle était une saisissante beauté, que sa sœur, Lisa Vaz-Ducet, était une ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris et l'égérie d'un grand couturier. Elle retrouva même des informations sur les parents d'Alex, l'enlèvement de sa mère, l'acharnement de Julia Denicourt avec les peines qu'elle avait purgées pour s'être attaquée à Éléonore Vaz jusqu'à l'homicide. Elle visionna même les vidéos de la jeune femme, celle de l'urgentiste ainsi que celle de sa sœur Lisa, dans lesquelles le couple avait aussi la part belle, chantant séparément ou ensemble, mais aussi dansant. Ces deux-là formaient un couple très bien assorti et apparemment très amoureux. Mais qui sait, elle trouverait peut-être une faille.
Alex lui plaisait et elle le voulait. Mercredi 16 mai 2035. Depuis le mois d'avril, le couple avait fait appel au service d'une jeune fille au pair par l'intermédiaire de l'agence que leur avait conseillée Lisa. Ashley McKay, de nationalité américaine, était originaire de Castine dans le Maine et faisait désormais partie de la famille. Elle avait rapidement trouvé ses marques et Éléonore l'avait vite adoptée. Stéphania était toujours disponible en cas de besoin, mais Elena l'avait informée que certainement il y aurait un second enfant et elle ne voulait pas abuser de sa gentillesse. La compagne de Ben s'était attachée à la fillette, et Elena l'avait rassurée en lui confirmant qu'elle la garderait encore de temps en temps, lorsque la jeune fille au père serait en repos ou en vacances, et qu'elle ou Alex travailleraient. Ashley était sollicitée lorsque les deux parents travaillaient, mais dès que l'un d'eux était présent, elle avait du temps libre. Arrivée hors saison, elle avait trouvé Saint-François un peu désert, et le couple lui avait expliqué les spécificités d'une station de montagne dédiée au tourisme. Finalement, elle s'était accoutumée assez rapidement, car Castine était une commune au bord de l'océan sur la pointe sud de l'Acadie, et guère plus peuplée que Saint-François, et vivait aussi du tourisme. Elle pouvait appeler sa famille dès qu'elle le souhaitait, allait à la danse avec Elena, et avait découvert fasciné le métier particulier d'Alex. Cette année, le CNEAS des CRS de Chamonix organisait un stage pour les médecins du secours en montagne, et les instructeurs avait fait appel à Marine Lenormand pour son expertise. Le stage avait lieu du 14 au 18 mai 2035. Les médecins de l'ANMSM, dont faisait partie Alex depuis septembre 2034, intervenaient régulièrement au cours de l'année auprès du CNEAS, afin de participer à la formation des CRS secouristes en montagne. Cette fois, c'était au tour des médecins de l'ANMSM de bénéficier de l'encadrement des formateurs guides du CNEAS au cours d'un stage de perfectionnement en montagne, auquel Alex avait demandé à participer. C'était donc une équipe de 9 médecins des bases de Digne-les-Bains, Huez, Versou, Modane, Annecy et Chamonix, et 6 encadrants du CNEAS qui s'étaient retrouvés pour 5 jours de pratique dans le massif du Mont-Blanc. Alex n'avait pas été ravi de voir Marine Lenormand parmi les instructeurs. À Modane, elle avait tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de lui, mais il avait esquivé à chaque fois. Et à chaque fois, il avait mis Elena au courant des assiduités de la chef d'équipe. La jeune femme ne pouvait s'empêcher d'être anxieuse lorsqu'elle savait qu'il était de permanence avec l'équipe de la CRS Alpes. Heureusement, le jeune urgentiste travaillait le plus souvent avec le PGHM. Après une première journée dédiée à la montée au refuge des Cosmiques et à une révision des techniques de progression en mouvement, les premiers jours de la semaine, sous une météo agréable, avaient été consacrés à la réalisation de diverses courses de neige mixtes ou de rochers en altitude. Loire Gervasutti et Eret Freshfield à la Tour Ronde, Contamine et Negri au Tacu, traversée des pointes Lachenal, arrêt des Cosmiques, voie Saluard à la pointe Adolphe-Ré et voie Rebuffa à l'Aiguille du Midi. Après une redescente à Chamonix, la seconde partie de la semaine avait été majoritairement consacrée à l'escalade en grande voie, en vallée, sur le site de Barberine, notamment dans les secteurs Sylviphobie et Cacao Girl. Certains, dont Alex, avaient néanmoins préféré une remontée en altitude dans la goulotte Vogler à l'Aiguille du Midi. Il avait choisi cette voie parce qu'il en avait envie, et non pour éviter Marine qui, elle, accompagnait d'autres médecins dans le secteur Sylviphobie. Ceci dit, cette circonstance l'avait bien arrangé. Moins il la voyait, mieux il se portait. Le début avait été rapide et facile par la passerelle de l'Aiguille du Midi, mais il avait fallu ensuite 1h30 pour rejoindre le pied de la goulotte, car il y avait une autre cordée devant, et un terrain peu propice à la réalisation rapide des 6 rappels nécessaires pour y accéder. 5 autres s'enchaînaient ensuite dans le couloir Cunningham. Ils y avaient croisé des vestiges laissés par des grimpeurs peu soucieux de préserver l'environnement. Que la montagne soit considérée comme une poubelle par certains ulcérait Alex au plus haut point. La plupart des relais se trouvaient en rive droite du couloir, sauf 2. Après un dernier rappel, ils avaient eu enfin accès à la goulotte. Le reste pouvait se faire en descendant le couloir à pied. La première longueur était marquée par un ressaut vertical et était bien fournie en glace, quelquefois cassante, mais ils étaient quand même passés sans grande difficulté. La suite s'était bien enchaînée pour les 2 longueurs suivantes en neige et glace. En sortant de la goulotte, un beau couloir en neige et mixte les attendait et avait nécessité quelques pas techniques sans être extrêmes. Pour gagner du temps, ils avaient progressé un peu à corde tendue dans cette partie.
Enfin, une dernière longueur en mixte que l'instructeur et Alex avaient grimpé en réversible, c'est-à-dire que chacun était devenu successivement le leader, les avait amenés sur la classique et belle arête des Cosmiques, par laquelle ils avaient fini cette escalade. Le retour avait été rapide et ne leur avait pris que 40 minutes en finissant avec la benne. Ils avaient rejoint leur hébergement dans Chamonix, où ils avaient retrouvé les autres stagiaires. Alex avait appelé Elena avant le dîner. Elle lui manquait cruellement. Il avait hâte de se retrouver seul pour rêver d'elle. Il n'allait certainement pas traîner après le dîner. Il s'était installé au milieu de ses confrères médecins, mais ne put échapper aux regards insistants de Marine. Et certains confrères avaient remarqué le grand intérêt que portait l'instructrice à Alex. « Dis donc, Alex, tu as l'air d'avoir une touche avec le Normand, déclara Aurélien, un confrère de Grenoble qu'il avait connu interne et avec lequel il faisait chambre commune. Ne m'en parle pas. Elle me colle depuis plusieurs mois. Heureusement que je travaille plus souvent avec le PGHM. Une vraie sangsue. Une assez jolie sangsue. Si tu la veux, je te la laisse avec joie. Tu t'en es déjà lassé? Je ne l'ai jamais touchée, plutôt crevée. Tu as l'air d'oublier que je suis mariée. L'un n'empêche pas l'autre. Certains ne se gênent pas pour donner des coups de canif au contrat. Pas moi. C'est vrai que ta femme est une vraie bombe. Oui, et au lit aussi. Alors tu vois, je n'ai pas besoin d'une Lenormand ou de qui que ce soit d'autre. Sur ce, je vais au lit. Bonne nuit. Essaie de ne pas me réveiller en venant te coucher, et j'espère que tu ne vas pas trop ronfler. Moi, s'exclama Aurélien, je ne ronfle pas à ce point. Eh bien, je vais t'enregistrer et tu pourras constater par toi-même. Après avoir regardé quelques vidéos d'Elena, il éteignit la lumière et ferma les yeux, se focalisant sur sa femme. Il fut brièvement distrait par la porte qui s'ouvrait doucement et la silhouette se dirigea vers la salle d'eau. Aurélien, je te tiens et tu vas voir que tu ronfles comme un sonneur. Discrètement, il attrapa son smartphone et mit en route l'enregistreur vocal. Il se repositionna pour dormir, les paupières lourdes, ses pensées centrées sur Elena. Dans son demi-sommeil, c'était comme s'il la sentait levée contre lui dans son dos. Il sentait sa main le caresser, glisser jusqu'à son ventre, s'introduire dans son boxer et s'emparer de son sexe qui, à ce contact, durcit aussitôt et se tendit. « Elena, mon amour, murmura-t-il dans son demi-sommeil. « Je me doutais que tu devais être bien membré, mais pas à ce point, dit une voix féminine. Alex émergea brusquement de son état somnolent. Cette voix. Il chercha à tâtons l'interrupteur de l'applique murale et se retourna vers l'intruse. Marine, qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça tout de suite, lâche-moi. Pourtant, tu as semblé apprécier le contact, cette magnifique érection en est la preuve. Parce que je pensais à ma femme, pas à toi, s'écria-t-il en se levant brusquement. Sors d'ici immédiatement. Je ne peux pas sortir tout de suite, pas toute nue, et surtout pas avant d'avoir obtenu ce que je veux, mon bel Alex. Tu n'auras rien du tout. Je n'ai absolument pas envie de toi, je suis fidèle à ma femme. Elle est la seule que je veux, espèce d'obsédé. Le jeune médecin était hors de lui. Il se précipita dans la salle d'eau, attrapa les vêtements que Marine y avait laissés et revint lui jeter à la figure. « Rhabille-toi et casse-toi » hurla-t-il. « Ce que tu viens de faire est tout bonnement une agression sexuelle. Sans violence, je l'accorde, mais par surprise. Ce n'est pas à toi que je vais préciser la définition d'une agression sexuelle. Et crois-moi, je n'hésiterai pas à porter plainte contre toi. »« Et qui te croira, Alex ?» répondit Marine avec un sourire méprisant, tout en commençant à se rhabiller. « Moi, je le crois, intervint Aurélien en entrant. J'étais sur le palier depuis un petit moment, et j'en ai entendu suffisamment pour témoigner. Et je ne suis pas seul. » Le confrère d'Alex s'effaça pour laisser place à l'instructeur de CNEAS. « Je crois en effet que tu as intérêt à finir de te rhabiller fissa, Marine, dit le CRS instructeur. Et tu vas venir avec moi. Alex, je te conseille de porter plainte rapidement et crois-moi, l'IGPN va intervenir dans les plus brefs délais. Tu peux même y aller dès ce soir. »« C'est bien ce que je compte faire, répondit Alex. Il se souvint brusquement qu'il avait mis son téléphone sur enregistreur. Et non seulement j'ai votre témoignage, mais je crois que j'ai enregistré ce qui s'est passé. Ce n'était pas mon but. Quand j'ai entendu la porte tout à l'heure, j'ai cru que c'était toi, Aurélien. Et j'ai mis l'enregistreur en route pour te prouver que tu ronfles. Désolée. Je commençais à m'endormir quand elle s'est glissée dans mon lit, dans mon dos. Eh bien, mes soi-disant ronflements servent à quelque chose pour une fois. Vérifie ce que tu as enregistré, dit l'instructeur. Alex attrapa son téléphone. Il enregistrait toujours. Il stoppa l'enregistreur vocal et ouvrit le fichier audio.
Au départ, il n'y avait que quelques bruits discrets, ceux que devait faire Marine dans la salle d'eau. Puis ils entendirent nettement ce qu'avait murmuré Alex au départ et les propos de Marine ensuite. Toute la scène avait été mise en boîte, jusqu'au dernier mot de l'instructeur. Le jeune médecin de montagne se rhabilla dans la foulée. Aurélien et l'instructeur l'accompagnèrent à la gendarmerie de Chamonix pour déposer sa plainte. Il était 22h30. En sortant de la gendarmerie, l'urgentiste avait appelé Elena pour l'informer. Samedi 19 mai 2035. La fin de la semaine fut studieuse, avec une remise à niveau théorique sur les pathologies d'altitude et sur la prise en charge des gelures et quelques exercices de progression sur corde fixe et en artif. L'entraide entre les différentes cordées avait été de mise. Ski ramené en bas d'un itinéraire, traçage en aller-retour dans Freshfield pour faciliter l'évolution d'un groupe, sac à dos, ski, chaussures de ski remontées en haut de l'aiguille pour permettre à une cordée de sortir de l'arrêt Buffa. Malgré l'événement fâcheux survenu le mercredi, le groupe avait passé une belle semaine ensoleillée en montagne, dans la bonne humeur, et qui avait renforcé les liens entre les médecins de la NMSM et les secouristes formateurs du CNEAS, à l'exception d'une instructrice, Marine. L'IGPN fut saisie dès le vendredi matin du chef d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction. Marine risquait jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, une amende de 100 000 € et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Alex avait prévenu Elena qu'il devait rester encore le samedi à Chamonix pour répondre aux questions des enquêteurs, et elle était venue le rejoindre en taxi. Ce fut une épreuve assez difficile, car les questions des bœufs-carottes pouvaient être très déstabilisantes, mais il était déterminé, et tous ses dires furent corroborés par les témoins de son agression, mais aussi par les collègues CRS qui travaillaient une semaine sur 2 au Murlon et qui avaient été témoins des tentatives de séduction de la chef d'équipe sur le jeune médecin. Certains d'entre eux avaient également subi des tentatives de séduction de la part de Marine, sans qu'elle aille toutefois jusqu'à l'agression sexuelle. Lorsqu'Alex se retrouva enfin seul avec Elena dans leur chambre, il put enfin se détendre. Ils avaient beaucoup parlé dans la voiture de ce qui s'était passé avec la policière. Le jeune homme s'était confié dès le départ à sa femme et elle s'était inquiétée pour lui, car même s'il essayait de donner le change, la situation lui pesait, et il appréhendait toujours les gardes qu'il assurait lorsque les CRS prenaient le relais de ses amis du PGHM. Il lui avait fait écouter l'enregistrement vocal. Elena était fière de lui, car peu d'hommes osaient porter plainte pour ce genre de fait, et surtout, Alex lui avait prouvé une fois de plus qu'il n'aimait qu'elle. Il la contemplait à cet instant avec dans le regard tout l'amour dont il était capable. Il retint son souffle quand elle se déshabilla. Lorsqu'elle défit son chignon et que ses cheveux dégringolèrent dans son dos, il se remémora la première fois où il l'avait vue nue. Le regard se retenait. Il n'avait pas besoin de mots. Alex la prit dans ses bras. « Elena, s'écria-t-il en l'extreignant avec force, comme je t'aime, mon amour. Les mots ne suffisent pas pour dire combien je t'aime. » Elle l'enserra à son tour dans ses bras, bouleversée, et ses lèvres effleurèrent son cou. La réaction d'Alex fut instantanée. Il l'embrassa avec fougue, caressa ses mains, ses seins, qu'il têta avidement. Elle l'entoura de ses jambes, le fit basculer sur elle, offrant ses cuisses ouvertes. Il la pénétra, se retira, replongea en elle, se retira encore. Le balancement des reins d'Helena, qui accompagnait son va-et-vient, renforça la passion du jeune homme. Leurs deux corps bougeaient avec un tel accord qu'Helena, emportée par ses sens, se livra complètement au rythme qui s'accéléra. Des ondes brûlantes se répandaient dans son ventre et se propageaient dans son corps à chaque balancement. Alex sentit une lave en fusion monter en lui, et quand il s'y attendit le moins, le volcan explosa. Il s'abandonna avec bonheur à l'orgasme, et après quelques derniers mouvements, il goûta au bien-être qui suivait leurs ébats amoureux. Couvrant Helena de son corps alangui, il reprenait son souffle. Les paupières closes, la jeune femme était plongée dans une douce extase. Il roula bientôt sur le côté, et se moula contre elle, et ils s'endormirent dans cette position. Dimanche 20 mai 2035. Helena s'était levée la première pour faire un test. Elle n'avait rien voulu dire la veille, mais elle était certaine d'être enceinte. Car si lors de sa première grossesse, elle n'avait eu aucune nausée, cette fois elle était servie. Toutefois, ils avaient tellement joué à cache-cache ces derniers temps avec leurs métiers respectifs que son cher mari n'avait pu s'en rendre compte. Et elle avait tout fait pour qu'il en soit ainsi.
Elle fila dans la salle de bain et attendit le verdict qui survint quelques minutes après. Elle faillit crier de joie, mais se retint avant d'être prise d'un haut-le-cœur. C'était reparti. Elle attendit que la sensation de malaise passe. Elle avait envisagé une nouvelle façon d'annoncer cette grossesse à l'amour de sa vie, autre qu'en chanson. Munie d'un marqueur, elle nota sur un tégaderme « Chargement en cours » et en dessous, elle dessina une icône de batterie avec au lieu du 0% la date de ses dernières règles, DDR 8335, et à l'autre bout, terme 22-12-35, et hachura jusqu'au tiers de l'icône en précisant SA11. Et elle colla le tégaderme sur son ventre. Elle en prit une photo qu'elle envoya sur le smartphone d'Alex avec un message « J'ai déjà trouvé ton cadeau de Noël ». Elle retourna ensuite se lever contre lui, après avoir enfilé un t-shirt et un shorty. À moitié réveillé, il bascula sur le dos. Elena s'appuya sur son coude pour l'observer et effleura son visage, ses lèvres, sa barbe de 2 jours. En trouvrant les yeux, il l'attira vers lui et se mit à la couvrir de baisers et de caresses qu'elle lui rendit avec la même ardeur. Il fit glisser le shorty, impatient de la pénétrer. Avec une passion égale à la sienne, elle s'ouvrit à lui. Elle répondit à chacun de ses assauts, vint à sa rencontre pour mieux presser contre lui le centre de son plaisir. Alex éprouvait toujours la même sensation que la première fois, et cet accord merveilleux entre eux. Des vagues de plaisir déferlaient sur lui, synchronisées avec ses mouvements de va-et-vient. Elena se tendait vers lui inlassablement, tant elle avait soif de lui. Sans répit, il revenait en elle, de plus en plus rapidement, et toujours elle venait à sa rencontre. La même tension grandissait en eux, jusqu'au moment où ils atteignirent ensemble le sommet, où la déferlante de plaisir s'abattit sur eux. Il resta allongé sur elle. Soudain, il la serra contre lui, enfouissant son visage au creux de son épaule. « Elena, oh mon amour !» cria-t-il. Il fit pleuvoir des baisers sur son cou, sa gorge, ses lèvres, et il s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé. Il se redressa pour mieux la voir. « Comment se fait-il que tu aies gardé un t-shirt et un shorty pour venir me rejoindre au lit? Tu avais froid ?»« Un peu, » répondit Elena avec un sourire. « Je pensais que tu allais me l'enlever, comme le shorty, mais apparemment, il y avait urgence. » Il resta un moment sans répondre. Puis il la regarda avec une poignante tendresse. Elle lui paraissait plus attirante, plus désirable que jamais, et il l'aimait plus encore qu'il ne l'avait jamais aimée. « Je t'aime tellement, impossible de résister. » Ils se dévisageaient, se désiraient. Une force les attirait l'un vers l'autre. Elena avait répondu avec ardeur à son désir, du plus profond d'elle-même, et elle s'était sentie comblée. Elle l'avait désiré aussi fort que lui, et il l'avait senti. Et manifestement, il était déjà prêt à recommencer. Elle aussi. Il lui enleva enfin le t-shirt. Il avait envie d'elle et d'admirer son corps nu avant de la reprendre. À ce moment, il remarqua quelque chose d'anormal et fronça les sourcils. « Pour le 22 décembre ? Un bébé ? Notre bébé ? Ah oui, mon amour. Et j'espère que tu as un créneau de libre, parce qu'il va falloir faire l'échographie la semaine prochaine. Tu regarderas aussi dans ta messagerie dès que tu auras un moment. »« Je trouverai toujours du temps pour toi, » rétorqua-t-il en se jetant sur elle pour la couvrir de baisers.